Comme tous les vendredis, c'est Paris 2024 dans le Plus d'Infos Sport. Bonsoir, soyez les bienvenus. On a deux invités sur ce plateau ce soir. Sinclair Milesi, tout d'abord, directeur de la communication de Paris 2024. Bonsoir. Bonsoir Marina. Merci d'être avec nous. Merci à vous. À vos côtés, un spécialiste de l'olympisme, Kevin Bernardi. Bonsoir. Bonsoir. Vous tenez un blog qui fait référence, qui s'appelle Sport et Société, sur lequel on s'appuie régulièrement pour avoir des informations. Et je ne vous présente pas Roland Richard, notre reporter spécialiste de l'olympisme aussi, ça y est, on peut le dire. Oui, bonsoir Marina, bonsoir à tous. Bonsoir, vous étiez au Danemark tous ensemble cette semaine, une semaine chargée. Il y a beaucoup de choses à dire. On va prendre le temps d'en parler dans ce plus, juste après l'actu. Le flash de la rédaction, quelques minutes, et on se retrouve dans un instant. La France mène 2-0 face au Royaume-Uni en quart de finale de la Coupe Davis. Un deuxième point remporté par Jérémy Chardy. 68e mondial, il s'impose 6-2, 6-3, 6-3 face à Daniel Evans, 44e au classement. Un peu plus tôt, Lucas Pouille avait idéalement lancé les Bleus en battant Kyle Edmund. De 7 accroché, un troisième maîtrisé. Le 17e mondial remporte son match 7-5, 7-6, 6-3. Les Français peuvent se qualifier pour les demi-finales dès demain, une condition, s'imposer en double. Je savais qu'il allait y avoir des moments durs et des moments où j'allais être un peu plus sous tension et qu'il allait un peu mieux jouer, etc. J'ai toujours bien commencé les sets en menant, en breakant. Il a réussi à revenir. Et les fins de set étaient tout le temps très accrochées. Et je suis vraiment content d'avoir gagné tous ces points importants. J'ai réussi à le manœuvrer, à le faire bouger. J'ai bien touché les amortis quand il fallait. Et donc j'ai réussi à être opportuniste quand il fallait. Moi, je pense que j'ai fait un bon match dans l'ensemble du début jusqu'à la fin. J'ai très bien commencé. J'avais bien ma tactique en place, mes schémas de jeu. Et puis dès le début, j'ai bien mis en place. Et puis je pense que je l'ai laissé aucune chance aujourd'hui. Je me suis bien senti depuis que je suis arrivé à Roland-Garros et qu'on est passé sur terre battue. Je sens très bien la balle. J'ai fait des très bons entraînements. Et puis aujourd'hui, je pense que j'ai encore fait un très bon match. Vendredi soir 2-0, c'est bien là. Je suis détendu là. Pas besoin de somnifères pour oublier ce soir. C'est cool. Beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose. On a énormément parlé ces derniers jours des absences de Jo-Wilfried Tsonga, de Gaël Monfils ou encore de Gilles Simon. Eh bien, il n'en est rien. L'équipe de France de Coupe Davis a une nouvelle fois prouvé qu'elle était tout simplement supérieure à la Grande-Bretagne. Confirmation aujourd'hui avec d'abord Monsieur Coupe Davis, Jérémy Chardy. 4 matchs en simple, 4 victoires pour lui qui adore ce genre d'atmosphère par équipe. Qui plus est sur terre battue. Il fêtait d'ailleurs sa première avec Yannick Noah, le capitaine des Bleus, qui un peu plus tôt a loué les qualités de son numéro 1, Lucas Pouille. Il est irréprochable et est en train de s'installer pour un moment. Lucas Pouille qui s'est comporté en véritable patron sur le court. Vous l'aurez compris, tous les feux sont au vert pour les Bleus qui tenteront dès demain après-midi avec la paire Beneteau-Mahut de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Davis. Paris premier qualifié dans la douleur pour la finale de Coupe de la Ligue. À Reims, les Parisiens ont pris le meilleur en demi face à Saint-Raphaël. Le PSG, auteur d'une grosse première mi-temps, repart au vestiaire avec 4 buts d'avance, bien emmené par Uwe Gensheimer, qui termine la rencontre avec 11 buts au compteur. En fin de match, Paris se fait peur et voit Saint-Raphaël revenir à égalité à 4 secondes du terme. Mais le PSG peut remercier son sauveur, Mikkel Hansen, qui sur le gong qualifie les siens pour leur deuxième finale consécutive dans la compétition. Alejandro Valverde a frappé fort à la veille de la dernière étape du Tour du Pays Basque. Il a fallu attendre les 5 derniers kilomètres de l'étape Rennes pour voir les favoris s'expliquer. Dans la dernière ascension, l'Espagnol a été le plus incisif, tentant à plusieurs reprises de lâcher notamment Alberto Contador et Sergio Henao. Le leader de la Movistar a finalement eu le dernier mot dans le finish en descente et s'impose au sprint devant Romain Bardet et Rigoberto Urán. Il prend du même coup les commandes du général avant le contre-la-montre final prévu demain. Et on se retrouve donc pour le Plus d'Infos Sport spécial Paris 2024. Il y a beaucoup de choses à dire sur la semaine qui vient de se dérouler au Danemark à Aarhus. On est toujours avec Sinclair Milesi, directeur de la communication de Paris 2024. Kevin Bernardi, spécialiste de l'olympisme qui tient le blog Sport et Société. Et notre reporter Roland Richard. Alors on va déjà partir rapidement à Aarhus au Danemark parce que cette semaine a été importante dans le duel entre Paris et Los Angeles. Les deux projets ont été présentés mardi aux fédérations internationales. Vous étiez sur place. Roland, on va revivre cette semaine, les temps forts de cette semaine avec Antoine Grenier et on réagit tous ensemble après. C'est un deuxième grand oral d'envergure, un passage obligé pour les villes candidates. La convention Sport Accord, organisée cette année à Aarhus, au Danemark, et qui réunissait les responsables des fédérations sportives internationales
Pour les villes candidates, c'était avant tout l'occasion de faire campagne devant les membres du CIO, ceux qui voteront en septembre. 24 d'entre eux ont ainsi pu assister aux présentations officielles des dossiers de Paris et de Los Angeles. Sport Accord ou un haut lieu de lobbying, de rencontres informelles pour vendre sa candidature. Un travail en coulisses qui avait bénéficié à Londres en 2005 au détriment de Paris. Cette année, la convention aura certes permis de jauger la concurrence. Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Eric Garcetti, celui de Los Angeles, ont ainsi pu échanger sur de nombreux sujets. Mais leur rencontre en tête-à-tête mercredi aura surtout été l'occasion d'évoquer cette nouvelle donne, l'hypothèse mentionnée par le CIO d'un changement dans les règles d'attribution. Un double vote est envisagé pour désigner en même temps la ville hôte des Jeux 2024 et celle des Jeux 2028. De quoi rebattre les cartes en cours de jeu, même si Paris, comme Los Angeles, l'assure, la priorité, c'est 2024. Et oui, bien sûr, on va développer tous ces thèmes ensemble. Première chose, déjà, Sinclair Milesi, vous avez passé une semaine quasiment à huis clos avec vos adversaires, avec vos concurrents. C'est fatigant, c'est pas facile? Non, ça fait partie du travail. En fait, c'est une semaine qui vient de terminer ici avec vous. Nous sommes arrivés, Kevin et moi, dans le même vol, ensemble. Vous revenez tout juste. Oui, une semaine très intense, mais un cap qu'on a franchi encore. On a fait ce qu'il fallait faire. Donc de la satisfaction alors quand même qui ressort. Oui, très satisfait. On a présenté notre projet. On a convaincu le média, je pense. La couverture était très, très, très favorable à Paris. Oui. Donc, voilà, on est ravis de terminer une semaine de beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'expositions positives. Et beaucoup de rencontres avec deux projets bien différents. Ça s'est encore confirmé cette semaine avec la présentation. Roland, on va peut-être écouter la présentation justement de ces deux projets, quelques axes forts, et puis on en reparle ensemble. To provide the most spectacular and athletes-friendly games ever. 85% of athletes competing within 30 minutes of the village. We don't have to build a single permanent new venue. And that's very important because it means a no risk, no surprises budget. Paris n'a jamais cessé de s'engager pour bâtir un monde meilleur. We can't wait to harness the 100 million under 25-year-old Americans and our $250 billion sports industry for your sports represented here today. En 2024, nous voulons montrer que les Jeux peuvent être un accélérateur de la transition écologique et du développement durable. Our bid is not a government project, with all the risk and uncertainty that implies in today's world. And just like our bid, our games will be privately funded and privately managed, free of government interference. Voilà, les deux projets, deux visions finalement différentes de l'olympisme. Oui, tout à fait. Et clairement, là, c'est vraiment ce qui s'est produit durant cette convention Sport Accord. On a vu deux projets bien dessinés, bien démarqués. Et cette volonté même de se démarquer, Eric Garcetti a pratiquement commencé son discours comme ça, sa présentation. On a clairement d'un côté le projet américain qui est un projet sans risque, sans surprise. C'est ce qu'a dit Eric Garcetti. Comprendre un projet qui sera livré à temps, où il n'y aura pas de problème de construction et un projet qui va rapporter beaucoup d'argent parce que c'est un argument auquel le CIO est sensible. De l'autre côté, le projet parisien qui a été fait en concertation avec les athlètes. Et là, c'est la proximité entre le village olympique et les lieux de compétition, entre le village olympique et les lieux d'entraînement même, qui est vraiment au cœur du projet. Et puis, on l'a bien vu avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, un projet aussi plus politique avec la transition écologique, le développement durable, l'héritage aussi pour la Seine-Saint-Denis, où il y aura à la fois le village olympique, mais aussi le village média et surtout le centre aquatique, la nouvelle piscine olympique française. Donc, on a vraiment vu ces deux projets très bien décidé durant cette présentation, peut-être pour la première fois aussi démarqué. On va s'appuyer sur ce comparatif qui a été établi par le site olympique Around the Rings avec des critères très précis. Il y en avait 10 au total. Finalement, le total est très très proche. Ce sont deux dossiers qui sont très très proches. Hein. C'est deux dossiers très proches. Et ce que vient confirmer cette analyse du site Around the Rings, qui est donc un site spécialisé du mouvement, un spécialiste du mouvement olympique, c'est que les deux candidatures effectivement sont très bonnes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la candidature parisienne donc, a certains points de plus, mais elle a deux domaines d'excellence. Et ces deux domaines sur lesquels, Sinclair ne va pas démentir, sur lesquels Paris 2024 a beaucoup insisté. L'ambiance, c'est-à-dire le fait que le parc olympique est au cœur de la ville, que la célébration se fera sur les bords de Seine,
Bref, que la ville sera le parc olympique elle-même. Et puis, les derniers Jeux, 1924, c'était il y a 100 ans. Le centenaire, c'est un argument sur lequel Paris 2024 insiste beaucoup depuis le début. Il y a des aspects sur lesquels vous voudriez revenir dans ce chiffrage, ce comparatif? Oui, Marina. En fait, pour rajouter à ce que Roland a analysé, le transport surtout, si on compare 9 à Paris. 9 sur 10 pour Paris. 9 sur 10, c'est Paris, une ville qui a une station de métro à 400 mètres n'importe où vous êtes. Donc, il fallait mettre un 10 sur 10 à Paris. Voilà. Et 8 sur 10 pour Los Angeles? Ça c'est une autre chose. Et c'est à Round the Rings d'analyser. On ne va pas parler sur la compétition, surtout sur ça, mais c'est surtout, quand on parle dans le monde olympique, c'est bien un des atouts de Paris, le plus prononcé. De Paris, effectivement. Alors, on est arrivé à un stade quand même, Kevin, où il n'y a pas plus que le projet qui prime, d'autant qu'il n'y a plus que deux dossiers. On le rappelle, Paris et Los Angeles, il y a tout ce qu'il y a autour, évidemment. Oui, tout à fait. C'est vrai que le projet technique, maintenant, c'est plus ce qui compte uniquement. Et on l'a vu cette semaine avec l'ambiance générale qu'il y avait sur place. C'est que les deux candidatures ne sont plus du tout dans le même rapport. On est passé d'un rapport relativement courtois, on va dire, à où on constate que les deux candidatures essayent plus ou moins de s'éviter. Donc c'est qu'on voit vraiment qu'on rentre dans les dernières semaines du processus de candidature. Le duel c'est un peu durci. D'ailleurs, on l'a vu avec quelque chose d'assez symbolique finalement. On va regarder cette une du New York Times, de l'édition locale du New York Times. Vous avez frappé fort quand même mardi matin, regardez, avec Paris 2024 qui s'invite comme ça en une du New York Times, le plus grand quotidien américain. Bien joué, joli coup. Ah oui, il faut faire le travail, il faut créer ces bruits de fond et montrer que Paris est là, Paris est présente, Paris 2024 est un compétiteur, on est dans une course, donc il faut être bon, il faut être présent, il faut montrer qu'on est présent. Parce que des leçons qu'on a apprises du passé, c'est justement ça. C'est de pas seulement livrer un dossier fort, mais aussi un dossier qui est vendable. Et la perception de sa qualité passe aussi pour ces bruits de fond qu'il faut faire. On va continuer à faire et on espère de marquer plus de coups comme ça. Et ce journal était entre les mains de tout le monde finalement à Aarhus cette semaine, le jour de la présentation, c'est ça? Absolument, c'est arrivé le mardi matin et effectivement ça a fait un bon petit effet, notamment les Américains qu'on a vu pas toujours extrêmement fair-play sur la question. On les a vu prendre plusieurs numéros en même temps pour que la pile diminue un peu plus vite. Et puis surtout, c'est qu'on a vu la plupart des membres et notamment de la direction de Los Angeles 2024 qui en fait lisaient le journal, qui étaient un peu énervés et certains nous ont même dit pour nous Paris a brisé les règles. Alors, on va pas aller devant le CIO pour se plaindre ou pour une éventuelle poursuite, mais par contre on trouve que là il y a eu une ligne de franchie. Donc en tout cas le coup est réussi, c'est ça que ça veut dire, parce qu'on a vraiment réussi à faire bouger la ligne de Los Angeles qui est une ligne quand même assez sereine sinon le reste du temps. Et les petites phrases aussi, évidemment, les petites phrases, les petites piques qu'on a entendues de part et d'autre cette semaine. On en a sélectionné quelques-unes, écoutez. A time that demands new thinking, new ideas, and new solutions. LA 2024 is in a unique position to respond to these risks. Because first, we're a young city that's full of fresh, new ideas. Second, we're not focused on the last 100 years. We are focused on the next 100 years. We are bidding because, like you, we believe in sport, in Olympism. We believe that the games are so much more than entertainment, more than just a branch of show business. We believe that sport can change the world. On revient évidemment sur les visions très différentes de l'olympisme. Le but, Kevin, dans cette phase-là de conquête, c'est d'attaquer sur le point fort, ce qui est présenté en tout cas comme le point fort de la candidature adverse. C'est un classique? Alors c'est un classique. Là, on l'a vu avec Los Angeles qui attaque sur la notion du centenaire des derniers Jeux à Paris. Alors c'est peut-être une petite erreur de leur part parce que ce n'est pas justement l'argument qui est mis le plus en avant par la candidature parisienne. Donc c'est que l'effet retombe un petit peu à ce niveau-là. Par contre, c'est que sur l'attaque en quelque sorte qui est faite par la ville de Paris à l'égard de l'aspect show business, sport business de Los Angeles, là on voit vraiment qu'on est dans cette nouvelle phase de la candidature puisqu'on attaque vraiment sur le point fort qui est constamment mis en avant par Los Angeles, qui est à savoir
voir le nombre de spectateurs, le montant des revenus issus du sport aux États-Unis. Donc on voit vraiment cette nouvelle période qui s'ouvre. C'était la stratégie établie, Sinclair ? Oui, ça fait partie de la stratégie. Il faut continuer à encercler le terrain, faire la promotion de nos atouts, mais aussi inviter l'analyse des faiblesses de concurrence, c'est normal. On a aussi l'impression que, si on doit faire la chose de manière un peu cliché, qu'il y a d'un côté, il y a un projet qui est économique, qui est le projet américain, et il y a un projet qui est volontairement plus politique, on n'osera pas dire philosophique, mais côté parisien. Donc vraiment, là, ces deux couleurs-là sont vraiment très marquées aujourd'hui. Et peut-être que de ce point de vue-là, on peut quand même dire qu'avoir un vrai projet politique pour gagner les Jeux, c'est effectivement un petit peu plus innovant que de miser sur l'argent. Sans rentrer dans le débat quel est le dossier qui est meilleur, on sent qu'il y a une stratégie qui est peut-être un tout petit peu plus moderne du côté parisien. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Et puis ce qui est ressorti aussi de cette semaine, c'est qu'on semble se diriger, en tout cas de plus en plus, vers une double attribution, les Jeux de 2024 et ceux de 2028. On va écouter Anne Hidalgo à ce sujet, la maire de Paris, que vous avez interrogé, Roland, en gros, en lui demandant s'il pourrait y avoir un Paris 2028. Paris est prête pour 2024 et c'est ça l'engagement que nous avons pris des Français, mais nous serons constructifs et nous allons ensemble avec le CIO, avec bien sûr la ville concurrente, Los Angeles, trouver le chemin, je l'espère, qui permettra de ne faire que des heureux à l'arrivée. Mais notre candidature, c'est 2024. Une double attribution, si on imagine en tout cas qu'elle est acceptée, il n'y aurait pas de perdant finalement ? Oui, il n'y aurait pas de perdant, mais nous sommes 100% concentrés sur 2024. Pour la candidature, pour l'équipe, les gens qui travaillent, c'est 2024. Mais la discussion est ouverte quand même ? On sent qu'il y a eu une étape quand même de franchie à ce niveau-là ? Normalement, il y a eu des réunions pour discuter les propositions du CIO pour avancer avec le groupe de travail, mais pour l'instant, rien n'a changé pour nous. On continue 100% avec 2024. Et les maires des deux villes, d'ailleurs, se sont rencontrés en tête-à-tête cette semaine, Roland. Oui, c'était mercredi matin, visiblement à l'initiative du CIO. Alors, ça suit en fait le processus qui a eu lieu cette semaine. Lundi, le président Thomas Barr avait convoqué chacune des deux délégations. Le président du CIO, Thomas Barr, avait convoqué chacune des deux délégations pour des petites réunions et parler de cette éventualité de la double attribution et plus généralement d'un changement du processus de désignation. Et puis, 2 jours plus tard, le lendemain de la présentation, à l'initiative du CIO, il y a donc eu cet échange entre les deux maires, vraisemblablement très courtois, parce qu'on n'a pas senti les deux maires singulièrement énervés à l'issue de cette réunion. Mais effectivement, on sent vraiment que même si on se pique en public, on essaie d'être dans une démarche de collaboration entre les deux mairies pour trouver la meilleure solution. Et ce que nous a dit Anne Hidalgo, l'objectif, c'est qu'il y ait 3 gagnants. Ce qu'elle nous a dit un peu plus tôt dans l'interview, elle nous a dit il faut que Los Angeles et Paris soient gagnants, mais aussi le mouvement olympique. Paris ne pourrait pas refuser 2028, Kevin ? Alors ça paraît difficilement envisageable si la proposition est faite à la ville de Paris. Je ne vois pas comment la ville pourrait refuser. Après, j'ai eu l'occasion de discuter avec un protagoniste américain qui me disait de manière très schématique, il ne faut pas voir la procédure actuelle comme une procédure qui va produire des perdants, mais au contraire qui va produire des gagnants. Et il me prenait l'exemple, aux Jeux Olympiques, on a un médaillé d'or, on a un médaillé d'argent, mais dans les 2 cas, on a quand même 2 gagnants d'une certaine manière. Donc c'est qu'il faut peut-être plus voir la procédure mise en place par le CIO de cette manière-là. Quand est-ce qu'on saura, Roland, s'il y a ou pas double attribution ? Alors, théoriquement, on devrait savoir, normalement, en juillet, en parallèle en fait, de la présentation qui doit être faite des 2 projets à Lausanne, à l'été, eh bien, il devrait y avoir une session extraordinaire du CIO qui a été convoquée de manière officielle. Et là, il y a 2 possibilités. Soit on considère que dans la charte olympique, il y a déjà tout ce qu'il faut pour changer le processus de désignation pour ce cas précis. C'est un article de la charte olympique qui permet qu'en cas exceptionnel, on puisse éventuellement changer le processus de désignation. Première option. Deuxième option, eh bien, c'est d'opérer un vote où là, on fait une proposition en fait, de changement de l'article de la Charte olympique et on dit, voilà, le nouveau processus sur lequel on vote, c'est celui-là. Est-ce que les membres du CIO sont d'accord, oui ou non, pour changer ce processus ?
Et puis, autre information que l'on a appris aujourd'hui, ça concerne le verdict. Est-ce que ce sera ou pas à Lima, au Pérou? On sait qu'il y a des problèmes des inondations. On devrait savoir bientôt. Oui, il y a une incertitude sur la ville, effectivement, haute de cette désignation des villes hautes. Oui. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu vraiment le vent a soufflé de manière contraire cette semaine. Tout d'abord, on a eu une première information. Le CIO donne une somme $600 000 à la ville de Lima. On a cru que c'était une espèce de compensation pour l'organisation en question. Et en fait, il semblerait que c'est plutôt une compensation parce que ça ne va pas s'organiser là. Alors, il faut être très prudent. Pour l'instant, on ne sait pas de manière définitive. Vraisemblablement, on saura mercredi. Mais ce qu'il faut bien dire malgré tout, c'est que le problème qu'il y a au Pérou, c'est un problème effectivement d'inondation et de morts causées malheureusement par ces événements naturels. Et c'est aussi que le président du Comité national olympique péruvien, pour l'instant, est suspendu par la justice péruvienne de toute action dirigeante. Donc c'est un petit peu compliqué d'organiser un événement olympique au Pérou, à Lima. En attendant ce verdict, en tout cas, qui aura bien lieu au mois de septembre, eh bien, c'est le travail de l'ombre qui continue avec ce travail d'approche et de lobbying. Vous en avez parlé avec Étienne Taubois, le directeur général de Paris 2024. On va l'écouter, on réagit après. Certains sont membres du CIO, certains présidents de fédérations internationales sont membres du CIO. Ceux-là, ils sont bien évidemment très intéressés au traitement de leur sport dans le cadre de notre programme. Donc là, c'est les sites d'entraînement, les hôtels, comment ça va fonctionner. Donc là, on a un discours beaucoup plus technique. On a aussi des membres de la commission exécutive, dont les vice-présidents qui sont là. Donc là, le discours, il est beaucoup plus autour du projet, de la vision, de comment ça s'intègre dans le cadre de la stratégie de l'agenda 2020 du CIO. Et puis, bien sûr, de promouvoir le projet, de passer nos bons messages, qu'on ait une équipe en qui ils peuvent avoir confiance, une équipe avec qui ils vont avoir envie de travailler pendant 7 ans. C'est très important, au-delà du projet, qu'il y ait cette relation humaine, en fait, qui se mette en place entre deux partenaires potentiels. Ce travail de lobbying, Sinclair Milesi, il est quotidien, il concerne toute l'équipe du comité. Comment ça se passe? Le mot lobbying, c'est intéressant la perception ici en France. Oui, on n'a pas d'équivalent d'ailleurs en français, c'est ce qui est assez étonnant. Et aussi intéressant la perception de faire lobbying, de vendre son produit, dans le bon sens de convaincre, mais aussi mettre en avant tous les atouts du projet. C'est une image négative en France alors que c'est un vrai travail de conviction. Oui, c'est plutôt là, tout d'abord... Roland a pu regarder, il y a LA qui déjeune avec un membre, juste à côté il y a Tony, il y a la mère qui discute avec un autre, avec 2, 3, plusieurs, après ils échangent. C'est bien une vente en fait. C'est une vente de projet, mais aussi des relations personnelles, de confiance. Étienne a bien dit, c'est un atout, et le fait que c'est une candidature qui a été née et créée par des sportifs, c'est un atout qui, dans une vente, la confiance c'est très Alors peut-être que ce qui intrigue peut-être, c'est que ça se fait dans le secret, mais c'est la tradition, Kevin Bernardi. Le lobbying, ça ne se fait pas devant, au su et à la vue de tout le monde. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a la partie présentation qui est plus faite pour le grand public, on va dire, et on a la partie discussion dans les couloirs, là où effectivement chacun rencontre de manière individuelle les membres du CIO, puisque il faut bien comprendre que le CIO, c'est une institution de 95 membres, mais il faut convaincre les uns après les autres. Donc chaque membre doit être sollicité, doit être rencontré par les différentes personnes de la délégation de part et d'autre, de Los Angeles et de Paris. Donc c'est vrai que c'est une question individuelle qui se fait, et notamment dans l'optique là de la 130e session. On a 95 membres, mais si on enlève les membres issus des 2 villes candidates, plus le président du CIO qui traditionnellement ne vote pas, ainsi que Frankie Fredericks qui était jusqu'à présent président de la commission d'évaluation, qui a annoncé qu'il se retirait, on arrive à 87 membres votants. Donc il faut arriver à une majorité, donc il faut arriver à obtenir le maximum de voix pour l'une ou pour l'autre. Et c'est un travail de longue haleine. Merci beaucoup Kevin Bernardi, merci Sinclair Milesi d'avoir été avec nous ce soir pour décrypter cette semaine très riche. Prochain gros rendez-vous d'ailleurs pour Paris 2024 ? C'est Lausanne. C'est Lausanne. Chaque jour, c'est un grand rendez-vous pour Paris, mais le prochain grand oral pour nous, c'est à Lausanne. À Lausanne, au mois de juillet. Merci, on y sera. Merci beaucoup, Roland Richard également. On suit ça évidemment toujours de près sur InfoSport Plus. Le prochain Plus d'InfoSport Paris 2024, ce sera vendredi prochain. Très bonne soirée à tous. On se retrouve dans un instant. Petite pause et le Plus revient.